L'Union européenne, tu Ouais, connais. bon, d'accord, bah, L'Union l'Union européenne, européenne, c'est oui, plus ça près. m'inspire davantage, on est plus proche de... Bon, alors, du- l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut dire Là, on dessus? pourrait en parler pendant longtemps, en revanche. Bah, ça tombe bien, on a du temps. L'Union européenne, tu vois, là, je te sors du projet de loi agriculture. Je voulais instaurer des prix planchers. Le Donc, lait, voilà, le lait, je crois que c'est 40 centimes d'euros. Je voulais instaurer un prix minimal aussi pour le porc, un prix minimal pour le blé. Les paysans, quand ils vont vendre à leur coopérative, quand ils vont vendre à l'industrie agroalimentaire... Ricardo, ça te parle? Qui? Ricardo. Bah oui, ça me parle. Mais oui, mais tu sais, j'ai écrit un bouquin sur le protectionnisme. Dis donc, t'interromps vachement, t'interromps plus que Bourdin, tu sais. Euh, Bourdin, il est moins bon que moi. mais, donc voilà, je voulais instaurer un prix minimal pour que les paysans aient un revenu garanti. Bon, on me dit c'est pas possible parce qu'il y a Bruxelles. Hier, en commission des affaires économiques, il y a un rapport sur les barrages. On demande la privatisation des barrages. Qui demande ça? Bruxelles. Sur le rail, qui demande la privatisation du rail ou la mise en concurrence, pardon, Bruxelles. Je me suis opposé à la loi sur le secret des affaires. Je suis longtemps intervenu là-dessus. Pourquoi il faut faire une loi sur le secret des affaires? Bruxelles. Donc c'est sûr que quotidiennement, tu vois l'influence de l'Union européenne. C'est pas l'influence d'ailleurs. Et autant quand j'étais simple citoyen, et pas simple, il n'y a pas de raison qu'on soit simple, mais enfin quand j'étais citoyen engagé, je le savais théoriquement. Mais c'est pas un truc que tu mesures. Et là, c'est un truc que je mesure toutes les semaines. L'imposition par l'Union européenne, quoi. Dont on est partie prenante, il faut le dire aussi. Mais enfin, c'est un truc que toutes les semaines, tu vois les mesures qui tombent. Et là, on est dans la semaine du 29 mai 2005, quand même, de cet anniversaire. Et moi, c'est une date importante. C'est une date T'as importante. dit chez Bourdin. Hein? Ce que t'as dit chez Bourdin. J'ai déjà dit chez Bourdin, putain, mais disons, on a parlé de ça chez Bourdin. Peut-être bien. Est-ce qu'on en sort de l'Union européenne? Moi, aujourd'hui, je suis pour la désobéissance. De toute façon, sortir de l'Union européenne, ça veut dire sortir des traités. L'Union européenne n'est qu'une somme de traités. Bon. Moi, je suis aujourd'hui pour la désobéissance. C'est-à-dire que... Prendre des prunes et attendre que ça se passe. Quoi? Bah, je pense que il y a moyen d'instaurer un bras de fer et qu'on ne sera pas tout seul à l'instaurer. Mais je pense qu'il faut instaurer un bras de fer. Sur les barrages, tu refuses de privatiser les barrages. Et tu leur dis... Tu vois, même c'était une députée socialiste qui présentait le rapport. Et je lui demandais, est-ce que vous êtes favorable à la désobéissance? Elle a tricoté pendant 3 minutes, mais à la fin, elle a dit oui. Et je pense qu'il y a un certain nombre de projets de loi comme ça, sur lesquels, moi, je les aurais instaurés, les prix planchers. Il y a d'autres trucs que j'aurais instaurés. Et derrière, bras de fer. Bras de fer. Pourquoi? Il y a une raison, c'est comment tu entraînes les gens avec toi. Et si tu leur montres, sur plein de choses, que ça bloque, tu ne peux pas mener la politique que tu veux, que tu ne peux pas mener les redistributions que tu veux, parce que l'Union européenne t'impose une doxa, peu à peu, tu conquiers les gens. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr d'être mûr pour une sortie franche de tous les traités européens, et je suis absolument convaincu que le corps social français n'y est pas prêt. Et la France insoumise? Je pense pas que ça soit ça qui souhaite aujourd'hui. Tu sais, ils sont sur un truc plan A, plan B. Nous sommes sur un truc plan A, plan B, avec, si ça marche pas, en étant élu et en renégociant, en demandant une renégociation des traités, eh bien, nous mettrons en place le plan B, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne. Moi, je pense que l'axe de la désobéissance est un axe intéressant. Et je serais pour un axe de désobéissance régulière, c'est-à-dire de faire un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ne cadrent pas avec ce que demande l'Union européenne. Et soit l'Union européenne va constamment au bras de fer et on montre que c'est impossible de mener une politique pour l'égalité. D'accord. Donc ton bras de fer, ok? Quand tu as un bras de fer, tu compares le bras de ton copain quand même. Ouais. D'accord? Qu'est-ce que tu as en face avec tes petits bras? Tu vas arrêter de cotiser, tu vas arrêter de payer, tu vas arrêter de payer tes prunes, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu sais, si tu respectes pas les directives européennes, qu'est-ce qui se passe? Tu te prends des amendes. Tu prends les amendes, tu peux choisir de ne pas les payer, et puis c'est tout les amendes. Hein. Comme ça? Bah oui, comme ça. D'accord. Tu vois, ce ne sera pas la première fois qu'on ne paye pas une prune, non? C'est pas un peu brasser du vent, ça? Je crois pas. Si je te le dis, c'est parce que je crois que c'est le chemin. Et je pense que si tu montres ça, aujourd'hui, c'est pas comme si on était sur une situation stable au niveau de l'Union européenne. Tu veux récupérer un chemin souverainiste?
En tout cas, la souveraineté populaire, pour moi, elle fait aucun doute que c'est au peuple de décider. Et au peuple français, je crois qu'aujourd'hui, la politique, elle se décide encore essentiellement au niveau national. Quand tu vois en Italie que les huiles de l'Union européenne lui disent les marchés financiers vont apprendre au peuple à bien voter, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu entends ça? Ben, tu vois, à la limite, le bras de fer le plus compliqué, du coup, il n'est pas franchement avec Bruxelles, mais il est directement avec les marchés financiers. Et tu vois, quand j'avais interrogé un financier juste avant l'arrivée au pouvoir de Hollande. Qui ça? Oh merde, un mec de Chevreux, ça te dit quelque chose? Nicolas Doisy, qui était le chief économiste de Chevreux, ça me revient. Et c'était vachement intéressant parce que tu sais, la langue de la finance, elle est passionnante. Parce que les mecs, ils écrivent noir sur blanc, ce qui est souvent baratiné, baragouiné, habillé. Enfin, c'est du déguisement, ce qui est produit au dehors. Et là, tu avais le truc cash, quoi. Soit Hollande, de toute façon, on a confiance, il va se plier au marché. Mais s'il ne se plie pas au marché, voilà ce qu'on lui mettra dans la gueule. Alors là, le seul problème, il me disait, c'est le seul problème qu'on a vu, c'est la pression Mélenchon. Enfin, parce qu'il y avait eu une manif de Mélenchon la semaine d'avant. Donc c'est le seul moment où il a eu un regard qui se tournait vers la fenêtre à l'extérieur. C'est-à-dire cette pression de ce qui peut venir de la rue. De toute façon, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que rien ne sera possible si jamais il n'y a pas une pression populaire qui est dingue, quoi. Comment tu veux avoir une pression populaire avec une masse décérébrée qui n'arrive pas à se fédérer, à se coaliser, à s'organiser, à se synchroniser? Je refuse le terme décérébré. Je me fais l'avocat du diable. Ouais, ouais. Mais je refuse le terme décérébré. Le niveau éducatif français, il est élevé. Et le problème qu'on a aujourd'hui... Tu te bases sur quel chiffre? Bah, je veux dire, tu sais, auparavant, c'est quand on dit qu'ils n'ont pas de compétences ou qu'ils ne sont pas qualifiés, des salariés qui ne sont pas qualifiés. Mais il y a un siècle, ou un peu plus, quand quelqu'un savait lire et écrire, il était déjà qualifié. Donc on a des gens qui sont qualifiés. Mais si, on a les salariés... on a des analpha-web. Quoi? On a des analpha-web. Oui, bon, pas peut-être, mais bon, tu vois, bon, le degré de connexion des gens, il est important, puis c'est pas là-dessus que la politique, elle se passe pas non plus que sur Internet, même si vous y êtes, quoi. Donc, même si moi, je te le disais, je remercie Mark Zuckerberg tous les jours, parce que c'est un bon moyen quand même de contourner les médias. Donc, peut-être que c'est un thème d'après qui m'inspirera davantage. Non, tu l'as pas noté sur ta feuille? Tu peux le rajouter? J'ai pire que ça. Mais non, tu sais... Est-ce que les masses populaires... Oui, j'ai compris, je reviens. Être... Ok, continue. En 1936, quelques mois avant le Front populaire, les gens sont d'un niveau de découragement et de désespérance qui semble atteindre des sommets, quoi. Je ne sais pas si tu as lu ces pages de Simone Veil, pas avec un W, la philosophe à la fois chrétienne et communiste, et qui décrit, travaillant, me semble-t-il, à Boulogne-Billancourt chez Renault, mais je peux me tromper, qui décrit le degré de découragement, d'apathie politique, d'indifférence des salariés. Et en quelques semaines ou en quelques mois, ça se transforme. Mais tu vois, regarde, puisque je parlais de 2005, tu as connu cette période ou pas? 2005, avec les services de santé dans la rue? Non, ça c'est 98, non, ça. Tu vois, 2005, c'était le référendum sur le traité constitutionnel européen. Tu l'as vécu ou pas? Ouais. Quel beau moment politique. Magnifique. Non mais attends, les gens, ils parlaient d'un traité. Ils parlaient de ce qu'il y avait dans un traité constitutionnel européen. Et là, il y avait de la politique, parce que c'était pas juste pour quel bonhomme on va voter. Tu vois, c'était pas une icône, c'était oui ou non. Qu'est-ce qu'on fait de l'Union européenne? Qu'est-ce que ça veut dire la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers? Je rajoute toujours, n'oublions pas le y compris avec les pays tiers, c'est-à-dire pas seulement au sein de l'Union européenne, mais avec ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire la concurrence libre et non faussée? Et moi j'étais reporter pour Daniel Mermet à l'émission Là-bas si j'y suis à l'époque, t'avais cette discussion-là partout. T'allais à la porte des usines, t'avais cette discussion-là, t'allais chez les gens... À la veille de 36, là? Aujourd'hui, non. Enfin, je pense pas, non, je crois pas. D'abord, avant 36, il y avait eu des trucs qui sentaient bon. Il y avait eu, d'abord, le début de 36 et 34. L'un de mes héros, c'est Maurice Créjal-Valrimont. Tu connais ou pas? Non. Maurice Créjal-Valrimont, c'est un haut dirigeant de la résistance française. C'est celui qui a fait prisonnier
le général von Choltitz à la Libération, donc le commandant du Gross Paris, et qui, voilà, donc un très haut dirigeant de la résistance française, et il me raconte 1934, donc le moment où les fascistes manifestent devant l'Assemblée et sont au bord de faire tomber la Troisième République. Et il me dit, bon, à ce moment-là, on se mobilise contre les fascistes, pour une République qui pourtant, elle est pourrie, elle est vérolée. Et si j'avais dit à mes copains dans les manifs à ce moment-là, dans 2 ans, il y aura les Fronts populaires, on aura les congés payés et on aura les 40 heures, ils m'auraient ri au nez. Ok, tout ça, ça s'est basé sur quel système? Sur une augmentation de consommation énergétique? Je veux dire, on ne peut pas ramener ce qui s'est passé au niveau du Front populaire, qui est quand même un... La constatation, c'est une augmentation du consommation énergétique. Non, mais de toute façon, les gens, ils allaient à la mer en vélo, donc tu vois, ça va, c'est limité. Tu vois, c'était pas l'usage de la bagnole en 1936, donc par exemple. Accès à la protéine plus facilement, une meilleure alimentation. Bah oui, le problème, alors, tu vois, par exemple, si on parle de ça, le problème, c'est qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a été autosuffisant. Est-ce qu'on va pouvoir le refaire? Dis donc, franchement, tu te rends compte que j'ai même pas le temps de faire 2 Tu te phrases. rends compte que tu parles beaucoup? Ah bon, par rapport aux autres, j'ai pas l'impression, moi. Est-ce qu'on va pouvoir le refaire là? À qui? À nous? Est-ce qu'on va pouvoir renégocier des acquis sociaux? Est-ce qu'on va pouvoir défendre les acquis qu'on a déjà eus? Je pense qu'en tout cas, on a une marge de manœuvre. Tu vois, toujours en 1983, on était à 4% de la valeur ajoutée qui partait en dividendes. Aujourd'hui, on est à 12%. Ça veut dire que, grosso modo, les salariés français, en 1983, laissaient 1 semaine de salaire en dividendes, et aujourd'hui, il en laisse 3. Donc déjà, ne serait-ce que là-dessus, il y a du grain à moudre. Mais